allons commencer ce journal par l'annonce de la mort d'un soldat de Tsahal au sud du Liban. Oui, effectivement, on l'a appris il y a quelques minutes à peine. Le sergent-chef Michael Tiunkin, 21 ans, soldat dans la brigade de Givati, a été tué hier soir par un drone explosif au sud Liban. Cela s'est produit dans le village de Zaoutar al-Sharqieh, situé au nord du fleuve Litani. Il prenait part au combat d'hier pour la conquête du château du Beaufort, sur lequel nous allons revenir. Que son souvenir soit béni. 4 autres soldats ont été blessés au cours de cette même attaque. On peut parler d'un Shabbat très difficile pour les habitants des localités du nord d'Israël, Daniel. Oui, en effet, depuis vendredi, le Hezbollah a accentué ses tirs de roquettes et de drones en direction du territoire israélien. On parle de dizaines de roquettes et près de 200 alertes déclenchées lors de ces attaques dans ces localités. Pour la première fois depuis longtemps, l'alerte rouge a retenti dans les villes de Safed et de Naharia. Fort heureusement, ces tirs n'ont pas fait de victimes, mais ils ont fait des dégâts relativement importants, en particulier dans la ville de Kiryat Shmona. Et puis face à cette situation, le commandement de la défense passive a décidé d'instaurer de nouvelles directives plus sévères pour la population du nord d'Israël. Oui, en effet, il a été décidé que les localités frontalières et celles de la seconde ligne comme Meron, Bar Yochai, Oraganouz, Yesod Hamala, Bet-Jan et Sde Eliezer passeraient à un niveau d'activité réduit. Il n'y aura pas d'école aujourd'hui dans toutes ces localités comme dans les localités les plus proches de la frontière comme Kiryat Shmona, Shlomi et Metula. Quant aux localités du nord du plateau du Golan, elles passent à un cycle d'activité restreinte. Les écoles et les lieux de travail peuvent continuer à fonctionner à condition qu'il y ait un abri à proximité. De même, l'hôpital de Naharia a annoncé qu'il passait en mode de fonctionnement d'urgence souterrain, comme cela s'est déjà produit au début de la guerre. Après le 7 octobre, le gouvernement israélien doit prolonger les mesures d'urgence dans le nord pour 2 semaines et demie supplémentaires. Une question se pose ce matin, pourquoi le Hezbollah a intensifié ses tirs ? Et il y a une première réponse essentielle, principale à cette question, et c'est que l'armée israélienne a décidé d'élargir son opération terrestre au-delà du fleuve du Litani. Les forces de la brigade 36 ont progressé vers les hauteurs du Beaufort et d'Ali Taher qui dominent le nord d'Israël. Et ce matin, le porte-parole de Tsahal a officiellement annoncé que le château du Beaufort avait été conquis dans la nuit par les unités d'élite des commandos Golani. Le Beaufort est un sommet hautement stratégique qui permettait au Hezbollah de tirer en direction des localités du nord du pays, comme également les crêtes d'Ali Taher qui sont également dans la région. Rappelons que le Beaufort est un haut lieu des combats de la première guerre du Liban en juin 82 et qu'il avait déjà été conquis à l'époque par les commandos Golani. Ce matin, les drapeaux d'Israël et des Golani flottent à nouveau donc sur le Beaufort. Et cette opération militaire israélienne se déroule selon les restrictions imposées par les Américains. Oui, les forces israéliennes progressent sur terre alors que les Américains continuent à interdire à Tsahal de frapper des cibles de la direction du mouvement chiite dans le quartier de la Dahia à Beyrouth grâce à l'armée de l'air. Cependant, côté israélien, on considère que l'administration américaine comprend de plus en plus qu'Israël ne peut pas rester les bras croisés et a donc donné son feu vert à l'opération actuelle. Et l'on estime qu'au bout du compte, les Américains accepteront même peut-être la reprise des bombardements dans la Dahia à Beyrouth. Quant aux commandants des unités de Tsahal qui actuellement combattent au nord du Litani, ils sont déterminés à aller de l'avant et ils le disent, nous sommes en train d'écrire l'histoire, affirme-t-il. Mais on avance également en Israël une seconde raison à l'intensification des tirs du Hezbollah. Oui, le Hezbollah voudrait avec ces tirs torpiller les pourparlers entre Israël et le Liban qui ont repris vendredi dernier à Washington et qui devraient se poursuivre mardi au niveau des ambassadeurs. Les pourparlers de vendredi qui se sont déroulés entre officiers des armées libanaises et israéliennes auraient été particulièrement conséquents et c'est justement l'hypothèse d'un accord entre Israël et le Liban qui préoccupe tellement le mouvement terroriste chiite. Et dans ce contexte, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a peut-être voulu donner le change en critiquant hier dans une allocution à la nation l'État d'Israël pour continuer à conquérir des parties du territoire de son pays. Et puis la tension reste toujours élevée dans le golfe Persique avec en toile de fond des incertitudes concernant l'accord entre l'Iran et les États-Unis, Daniel. Oui, l'armée américaine a envoyé vendredi un missile en direction d'un bateau qui tentait de forcer le blocus des ports iraniens. Le commandement du CENTCOM a confirmé qu'il s'agissait d'un bateau portant pavillon gambien et il a expliqué que depuis l'instauration de ce blocus il y a 1 mois et demi, l'armée américaine avait dû rediriger, c'est le terme qu'il a utilisé, plus d'une centaine de cargos qui tentaient de forcer le blocus. Le secrétaire d'État américain à la défense, Pete Hegseth, a affirmé que l'armée américaine était prête à reprendre les hostilités contre l'Iran s'il ne devait pas y avoir d'accord entre les deux pays.
Et justement, Daniel, à ce sujet, on peut parler pour l'instant de frein sur la voie d'un accord. Oui, le président Trump a demandé à apporter des rectifications au texte de l'accord initial, en particulier à propos des clauses concernant le dossier nucléaire iranien. Il semble que Trump n'ait pas apprécié que Mojtaba Khamenei ne donne aucune suite à la proposition d'accord présentée il y a quelques jours. Il a donc apparemment durci ses positions. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures prévues aujourd'hui, 26 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et sur le littoral, 30 degrés à Beersheva et 37 degrés à Eilat. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Arman Shabazi. Arman, bonjour. Bonjour. Merci d'être de si bon matin avec nous, de vous être levé de si bon matin. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour parler justement des sentiments de l'opposition iranienne face à ce qui est en train de se produire. Dans la presse israélienne de ce matin, les journalistes israéliens ont interviewé effectivement des opposants iraniens qui expriment de très vives critiques envers Donald Trump. C'est le cas pour vous ? Bonjour. Bonjour. Oui, en tout cas, ce que on relève, c'est que derrière ces apparentes négociations, il y a un enjeu qui est en train de se dessiner, à savoir que on voit très clairement que Donald Trump est dans une posture maintenant qui dépasse la question seulement iranienne. C'est-à-dire qu'il est dans un jeu dans lequel il est en train de faire miroiter et de maintenir la menace iranienne comme une sorte de loup auquel il aurait retiré les crocs pour venir inciter les pays de la région, les pays du Golfe, à signer les accords d'Abraham. En fait, je ne vois pas comment je peux le dire autrement. C'est une situation dans laquelle on voit très clairement que les Iraniens ils ont essayé d'utiliser les négociations pour gagner du temps. En fait, ces deux parties, ils sont complètement dans des objectifs différents. Oui. Et donc, je pense que aujourd'hui, moi, quand je parle avec des personnes de mon entourage qui sont également dans l'opposition ou dans l'espace médiatique, on voit qu'il y a quand même une certaine maturité maintenant, à savoir que ces négociations, en fait, ne sont que des choses en apparence. Même le régime, aujourd'hui, quand il parle des négociations, ils savent très bien que au pire moment, c'était pendant les négociations à chaque fois qu'ils se sont fait frapper. Donc aujourd'hui, plus personne, je pense, ne parle de négociations comme une sorte d'événement fataliste qui viendrait en fait ici pour en quelque sorte sauver le régime. Alors, concrètement, mais vous parlez là du régime, mais j'ai du mal à comprendre ce que vous pensez de des manœuvres de Donald Trump. Est-ce que vous êtes déçu par le président américain ? Est-ce que vous pensez, on comprend que vous pensez qu'il est en train de jouer dans un jeu beaucoup plus élevé au niveau à l'échelon planétaire, on va dire, peut-être avec la Chine, avec d'autres puissances, mais sur le fond, on se souvient de ces propos de Donald Trump autour du début du mois de janvier quand il disait l'aide américaine est en train d'arriver et l'aide américaine n'arrive pas. Oui, c'est-à-dire que c'est un jeu dans les négociations, il faut voir ça comme quelque chose, comme un jeu d'échecs. Aujourd'hui, les États-Unis ils sont dans une posture où ils sont en train de dire aux pays du Golfe, regardez, je suis en train de faire la paix avec le régime. Je suis en train de signer des négociations. Et demain, je vais partir de la région. Donc, vous avez tout intérêt à venir signer les accords d'Abraham, parce que demain, moi, je ne serai plus là. Et quand l'Iran viendra vous menacer ou viendra vous attaquer, la seule puissance qui pourra vous soutenir et vous défendre, c'est Israël. Donc, en fait, il est obligé, je pense, d'être dans cette posture-là pour arriver à cet objectif. Après, je sais que... En fait, vous êtes en train de dire que, apparemment, cet accord, il dessert Israël, mais en fait, sur le fond, au bout du compte,
il va faire d'Israël la véritable puissance dans la région, une puissance au cours à laquelle eh bien, les autres pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, même le Qatar et le Koweït et les Émirats, devront être liés d'une manière ou d'une autre. Oui, je pense que c'est dans une perspective régionale en fait qu'il faut analyser cette situation. C'est intéressant. Si on voit ça en fait seulement d'un point de vue iranien, forcément on va penser que le régime finalement il s'en tire avec des négociations. Mais on sait très bien que Donald Trump et Israël et maintenant les pays de la région, plus personne ne veut de ce régime. Mais pourquoi? En fait, Donald Trump est en train de jouer cette carte encore. Je pense que c'est pour des objectifs qui sont plutôt régionaux. C'est pour changer. C'est pour le nouveau. Oui, mais Arman, au bout du compte, Donald Trump apparaît ici comme abandonnant le peuple iranien, comme revenant sur sa parole, comme étant une puissance avec des pieds, on va dire des pieds de sable, c'est-à-dire une puissance qui parle fort, mais qui finalement n'est pas aussi puissante qu'elle le prétend. Là, en fait, moi, j'ai exposé ça d'un point de vue régional. Je comprends, Maintenant, d'un point de vue iranien, en fait, ces négociations, c'est pas pour rien que le régime a coupé Internet en Iran. C'est parce que, en réalité, ce ne sont pas des négociations qui vont permettre au régime de se sauver. Il faut analyser ça avec l'idée selon laquelle le régime a coupé Internet justement pour venir apporter son récit à longueur de journée à une population qui est complètement coupée du monde et qui commence à voir dans la télévision iranienne que ces négociations sont une sorte de porte de sortie pour le régime, alors que ce n'est pas le cas. Le régime, en fait, aujourd'hui, il a subi une défaite militaire et il est ressorti extrêmement fragilisé de cette situation. Maintenant, il n'est pas totalement tombé. Alors, il est en train de se jouer quelque chose d'un point de vue international. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire peut-être que les Américains avancent sur la voie de la négociation pour permettre plus tard aux Israéliens de donner le coup fatal aux Iraniens et de permettre à l'opposition iranienne de reprendre le pouvoir? C'est-à-dire que les Américains, dès le début, ont toujours dit qu'ils ne sont pas là pour faire tomber le régime. C'est vrai. Ça, c'est une question Bien iranienne. C'est-à-dire qu'ils veulent tourner la page du régime. Ils ont créé les conditions d'un changement de régime. Mais ils n'ont jamais, ils l'ont dit dès le début que c'est pas leur rôle de faire tomber le régime. Aujourd'hui, le peuple iranien, il est arrivé à cette maturité, malgré avoir été coupé du monde, malgré avoir été coupé à Internet. On a bien vu que le rétablissement d'Internet depuis avant-hier, le nombre de mouvements de contestation qui ont découlé suite à cette ouverture d'Internet, en fait, on commence à voir en fait le peuple qui est en ébullition. Et donc, aujourd'hui, ces négociations, c'est une question, à mon avis, qu'il faut analyser séparément de la chute du régime. C'est-à-dire que le peuple iranien, c'est à lui, en fait, de prendre cette question, d'aller dans la rue, de contester, enfin, d'exprimer son mécontentement, comme il l'a toujours fait durant ces décennies face à ce régime. Mais les États-Unis, eux, ils sont dans une optique, dans une vision plus globale pour le Moyen-Orient. C'est très intéressant comme approche parce que on n'entend pas partout votre approche et votre interprétation de ces événements. On voit que votre analyse, elle est, on va dire, au second degré, alors que, comme je le disais, on va dire les opposants en général ont le sentiment d'avoir été trahis par Donald Trump. Oui, c'est vrai que j'entends beaucoup ce type de discours, mais quand on voit les faits, en fait, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que si on commence à analyser d'une manière que Donald Trump et les États-Unis vont venir en quelques mois en finir avec ce régime, forcément, on pense de cette manière-là. Mais
je pense qu'il faut avoir un petit peu un esprit stratégique et essayer de voir que c'est comme il faut aller étape par étape. Et donc, on peut pas en finir avec un régime de la nature du régime iranien en quelques jours, en quelques mois. Forcément, ça demande une certaine logique de guerre. Oui. Donc, au début, on a eu une guerre militaire qui a duré 12 jours. Ensuite, 40 jours, pardon, après la guerre des 12 jours. Ensuite, la guerre, elle a été menée sur le plan économique. Oui. Ensuite, il a amené la guerre au sein du régime. Ensuite, vous voyez, c'est Oui. tout un processus qui est en train de se jouer. Eh bien, c'est passionnant, c'est intéressant, et on voudra connaître la fin pour voir effectivement si au bout du compte, effectivement, ces démarches permettent justement au président américain d'aller jusqu'au bout et de permettre justement au bout du compte au régime iranien de tomber et à l'opposition iranienne de reprendre le pouvoir. Merci beaucoup Arman Shahbazi d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. Bonne continuation, merci. Aujourd'hui, je vous propose de faire un peu de géopolitique et de sémantique, mais aussi d'histoire. Car vous allez voir que les mots qui sont employés par les médias et même par les instances internationales ne sont jamais neutres. Je pense bien sûr au terme de Cisjordanie. Historiquement, géographiquement, d'où vient-il et pourquoi est-il inexact de l'utiliser? Pour comprendre, un petit bond en arrière s'impose. Avant 1914, toute cette région n'est qu'une province périphérique de l'Empire ottoman. Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations confie au Royaume-Uni un mandat sur ce qu'on appelle alors la Palestine, qui s'étend sur les deux rives du fleuve Jourdain. En 1921, pour stabiliser la région, les Britanniques décident de couper ce mandat en deux. À l'ouest du fleuve, la Palestine, à l'est, l'émirat de Transjordanie. Un mot latin qui signifie littéralement « au-delà du Jourdain ». Le 25 mai 1946, cet émirat de Transjordanie devient indépendant et prend le nom de royaume hachémite de Transjordanie. 2 ans plus tard, l'État d'Israël est créé et la guerre israélo-arabe est déclenchée. Les armées arabes déclarent la guerre à Israël. La Légion arabe traverse le fleuve et prend le contrôle de la partie est de Jérusalem et de la région située en deçà du Jourdain. Le roi Abdallah Ier se trouve alors face à un problème sémantique. Son royaume s'appelle Transjordanie, au-delà du Jourdain, mais il vient d'annexer des terres qui sont en deçà du Jourdain. Alors en 1949, il décide de renommer son pays le royaume hachémite de Jordanie et dans la foulée, il crée la Cisjordanie, ce qui signifie de ce côté-ci du Jourdain, pour désigner la rive ouest qu'il vient d'annexer. Alors vous me direz, très bien, c'est un nom qui vient concrétiser une réalité géographique. Où est le problème? Le problème, c'est que cette appellation, qui est donc purement artificielle, est venue effacer la réalité. La réalité qui est beaucoup plus ancienne et qui est foncièrement historique, celle de la Judée-Samarie et du lien du peuple juif avec cette région. Ces noms, Judée, Samarie, Yehuda et Shomron, sont des noms qui remontent à près de 1000 ans avant notre ère. Après la mort du roi Salomon, lorsque la terre d'Israël se est divisée en 2 royaumes bibliques. La Judée, au sud, qui est le royaume de Juda, avec Jérusalem pour capitale. C'est d'ailleurs de ce mot Judée que vient le nom juif, judaïsme. Et la Judée-Samarie, et la Samarie au nord, le royaume d'Israël, avec pour capitale la ville de Samarie. Ces régions ont d'ailleurs gardé leur nom à travers les siècles, que ce soit sous les Perses, les Grecs, ou même sous l'Empire romain. Et tenez-vous bien, savez-vous que même l'ONU, dans sa célèbre résolution 181 en 1947, qui est celle du plan de partage de la Palestine, n'utilise jamais le terme Cisjordanie. Et pour cause, elle n'existait pas. Par contre, dans le texte de l'ONU, on trouve noir sur blanc le nom de Judée et de Samarie. Et au-delà des mots, il y a les faits. Et les faits racontent le lien historique entre le peuple juif et cette partie de la terre. Un lien qui n'a jamais été rompu. Même après la perte de la souveraineté juive sur la terre d'Israël face aux Romains,
une présence juive continue à subsister à travers toutes les époques, byzantine, islamique, ottomane. Alors certes, au fil des siècles, les juifs sont devenus minoritaires face aux chrétiens, puis face aux musulmans, mais dans les villes, les communautés juives sont toujours là. Prenez l'exemple de Hebron, en Judée, qui abrite le tombeau des patriarches. Des juifs y ont vécu de manière ininterrompue, sous toutes les dominations. C'est d'ailleurs ce qu'on a appelé le vieux Yishuv, les communautés traditionnelles et religieuses qui étaient installées en Israël, en Judée, bien avant l'essor du sionisme moderne. Le vrai point de rupture date en fait du XXe siècle. D'abord en 1929, lors du terrible massacre de Hebron, sous le mandat britannique, 67 juifs sont assassinés par des émeutiers arabes et les survivants sont évacués. Finalement, à partir de 1936, il n'y a plus de juifs à Hebron. Ensuite, la rupture devient totale en 1948, lorsque la Jordanie prend le contrôle de la région, de ce qu'elle a appelé donc la Cisjordanie. Elle a évacué tous les villages juifs qui restaient. Pendant 19 ans, entre 48 et 67, la Jordanie va purement et simplement interdire l'accès et le séjour des Juifs sur cette partie du territoire. Plus un seul Juif ne réside là-bas. Cette parenthèse de 19 ans est inédite. Il y a toujours eu des Juifs dans cette région. Et c'est en 1967 que tout bascule à nouveau. Suite à la guerre des 6 jours, l'armée israélienne prend le contrôle du territoire face à la Jordanie. Et l'État d'Israël autorise alors le rétablissement de localités juives. C'est le début du retour de la population juive sur ces terres. Aujourd'hui, population juive qui est chiffrée à un peu plus de 500 000 habitants. Alors, pourquoi le monde entier s'obstine-t-il à utiliser le mot de Cisjordanie? Eh bien, parce que la sémantique est devenue une arme politique. Quand la Jordanie occupait et avait annexé cette région entre 1949 et 1967, on n'entendait pas beaucoup de voix qui dénonçaient l'occupation jordanienne. Mais dès qu'Israël y revient, le vocabulaire change. Et utiliser le terme historique de Judée-Samarie est devenu problématique, pour une raison simple, parce que cela reviendrait à reconnaître qu'il y a un lien historique, un lien physique millénaire entre cette partie de la terre et le peuple juif. Cela bousculerait le récit politique actuel qui veut faire des Juifs des occupants, des colons, car sémantiquement et historiquement, un Juif peut-il être occupant en Judée? Et c'est ainsi que l'histoire est contestée et que la légitimité du peuple juif sur sa terre d'origine est contestée. Et vous savez quoi? Il y a un autre mot, encore plus puissant, qui est utilisé à cette même fin politique, afin de séparer le peuple juif du lien qui le lie à sa terre et de la légitimité de sa présence sur cette terre. C'est le mot Palestine. Mais ça sera l'objet d'une prochaine chronique. Et ce matin, les manchettes des quotidiens israéliens et les pages d'ouverture des sites d'information se focalisent sur le Shabbat très tendu qu'ont vécu les habitants du nord d'Israël. Le Yediot Aharonot titre ce matin en manchette l'opération de Tzahal au-delà du Litani, et le journal nous montre une photo du château du Beaufort qui serait le théâtre de combat entre le Hezbollah et les forces de Tzahal. D'ailleurs, le porte-parole de Tzahal a confirmé ce matin le château du Beaufort a été conquis par l'armée israélienne et par les unités d'élite des commandos Golani. Le journal explique que Tzahal a élargi son opération terrestre au Liban avec pour objectif de conquérir plus de terrain et de détruire les infrastructures du Hezbollah, alors que le mouvement chiite n'a cessé de tirer donc des roquettes et des drones en direction des localités du nord d'Israël. Justement, le Israël Hayom énumère ce matin en une les principales localités frontalières du Nord qui ont été ciblées au cours des 2 derniers jours par les drones et par les roquettes du Hezbollah. En illustration, une photo impressionnante d'une alerte au carrefour de Carmiel hier, où l'on voit des dizaines d'habitants allongés pour tenter de se protéger des drones ou des roquettes. Et le titre ce matin, ces habitants exigent des actes, pas des paroles. En sous-titre, le Israël Hayom parle du Shabbat le plus violent depuis l'instauration du soi-disant cessez-le-feu il y a 1 mois et demi, et au sein de Tzahal, on affirme que cette tendance au durcissement actuel n'est pas ponctuelle, mais qu'il s'agit là d'une tendance qui risque de se poursuivre. Il n'y a pas d'école aujourd'hui dans les localités frontalières du nord du pays. Les habitants affirment « Nous sommes devenus le pourtour du Liban », comme il y avait un pourtour de la bande de Gaza.
Le Maariv, lui, nous explique pourquoi le Hezbollah a accentué ses tirs au cours des 2 derniers jours sur le nord d'Israël. La raison est claire, l'opération terrestre de Tsahal va au-delà du Litani et elle va priver le mouvement chiite de régions qui surplombent le nord d'Israël, comme justement la région du Beaufort et la crête des collines Ali Taher, où se déploie actuellement la division 36 de Tsahal. Ce sont des régions que les Israéliens connaissent bien pour y avoir combattu lors de la première guerre du Liban en 82 et ensuite durant la période de la première zone de sécurité jusqu'au début des années 2000. Qu'écrivent alors les éditorialistes et analystes israéliens ce matin autour de cette escalade de la violence dans le Nord ? Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du journal, avance dans le Israël Hayom ce matin une estimation très pessimiste. Selon lui, l'accord qui se précise entre les États-Unis et l'Iran ne fera qu'accentuer les tirs du Hezbollah contre Israël et il confirme que Tsahal a élargi son opération terrestre au nord du Litani, tandis qu'il est très peu probable que Donald Trump lève ses restrictions sur l'accord de Tsahal ou sur l'action de Tsahal au Liban, ces fameuses restrictions qui empêchent Tsahal de bombarder par exemple le sud de Beyrouth. Dans le Yediot Aharonot, Ron Ben Ishai nous explique comment se débarrasser de la menace du Hezbollah. Selon lui, il faut totalement changer de paradigme. La solution pourrait être de concrétiser les succès militaires en allant vers un accord avec le Liban, un accord qui prévoit un soutien international à l'armée du Liban afin qu'elle puisse être capable de désarmer le Hezbollah. Et puis les quotidiens israéliens se font l'écho ce matin des difficultés autour des négociations sur un accord entre les Américains et l'Iran. Le Yediot Aharonot résume en titre intérieur la situation. Mortaba Hamenei n'a pas donné suite à la proposition d'accord de Donald Trump. Le président américain s'est énervé et il a donc durci les conditions posées à un tel accord. Ronen Bergman souligne dans son commentaire dans le Yediot Aharonot qu'en attendant qu'un accord soit conclu, eh bien certains ont pu consulter les termes de l'accord à signer. Ils ont pu remarquer que dans cet accord, apparemment, ne figurait aucun engagement en clair de la part de Téhéran concernant le dossier nucléaire, ce qui est très inquiétant et préoccupant pour les Israéliens. Le site N12 confirme en page d'ouverture que le président Trump lui a demandé à faire des corrections dans l'ébauche d'accord, en particulier sur le dossier de l'uranium enrichi de Téhéran. Mais un haut responsable américain affirme avec conviction qu'il y aura finalement un accord entre les États-Unis et l'Iran. Le docteur Michael Milstein constate dans le Yediot Aharonot ce matin que les combats qui se poursuivent sont le reflet d'une conduite problématique d'Israël. Il propose une option de combat et de règlement tout en étant persuadé qu'il y aura encore dans l'avenir plusieurs rounds de confrontation entre Israël et le Hezbollah d'une part, mais aussi entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza de l'autre. Ben Dror Yemini, lui, écrit ce matin toujours dans le Yediot Aharonot qu'importe ce qu'il y a dans l'accord entre l'Iran et les États-Unis, une chose est sûre, cela ira de plus en plus mal pour les États-Unis et pour notre région, car le régime d'Ebola est plus démoniaque aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été auparavant. Et aussi parce que nous avons constaté que la superpuissance américaine n'est pas aussi puissante qu'on le dit. Il suffit qu'un pays affaibli comme l'Iran menace pour qu'elle se plie à ses exigences. Et puis dans le Israël Hayom de ce matin, les opposants iraniens au régime ne cachent pas leur déception envers Donald Trump. L'un de ses opposants, interrogé par Shachar Kleinman dans le Israël Hayom, affirme « Comment peut-on faire confiance en ce régime iranien ? Quand a-t-il respecté sa parole ? Nous plaçons tous nos espoirs désormais en Israël et nous sommes persuadés qu'Israël nous libérera un jour, mais en attendant, nous craignons que le régime actuel à Téhéran accentue sa répression contre l'opposition. » Et il explique qu'Internet n'est revenu que très partiellement ces derniers jours en Iran. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne avec le Paris Saint-Germain qui fait aussi les grands titres de la presse israélienne. Le Israël Hayom mentionne en première page la victoire du PSG. Paris pour la seconde fois, titre le Israël Hayom. Par contre, les sites d'information insistent plutôt sur les émeutes qui ont suivi la victoire du PSG en France et parlent de 400 arrestations d'agitateurs. C'est la fin de cette revue de la presse. Nous allons revenir, on va dire, plus proche géographiquement du côté de Rosh Hanikra, à la frontière entre Israël et le Liban, pour parler avec le professeur Nathan Lévy-Falk. Nathan, bonjour. Bonjour Daniel. Merci bonjour, d'être avec nous ce matin. Alors on peut supposer que vous avez passé deux jours et 2 nuits qui sont particulièrement difficiles. Comment ça s'est passé chez vous à Rosh Hanikra ? Oui, c'était très très difficile. Il y a un climat de tension majeur maintenant sur le nord, qui évolue sur plusieurs phases. Alors, la tension aujourd'hui est telle qu'on a
des indications sécuritaires qui sont majeures. Toutes les écoles ont été fermées, les gares ont été fermées, donc on est revenu sur une phase qui ressemble beaucoup à celle qu'on avait connue en octobre 2023. On est sur une bande de 5 km depuis l'Orient jusqu'à l'Occident, sur cette partie occidentale et orientale de la frontière, où on va appeler les choses par leur nom, c'est une véritable zone de guerre. En fait, il n'y a pas d'autre mot. On a des alertes de plus en plus fréquentes, de plus en plus nombreuses. Et on est très impacté sur Rosh Hanikra, mais comparativement à ce qui se passe sur le doigt de la Galilée, vraiment, c'est encore très, très, très peu. Leur vie là-bas est vraiment tout à fait insupportable. Alors comment la population, comment vous réagissez vous-même lorsque vous apprenez par exemple que ce matin, bien entendu, on a appris la mort d'un soldat israélien à nouveau, et puis on a appris que finalement les forces israéliennes étaient bien au-delà du Litani et qu'elles avaient conquis le fameux château du Beaufort, qui est un haut lieu, on va dire, des combats de la première guerre du Liban. Combat historique, un lieu historique pour la guerre au Liban. En fait, on a vu l'effet de la progression de l'armée israélienne très nettement sur les différentes phases. Si on peut différencier ça en 3 phases distinctes. Tout d'abord, la première phase qui était cette guerre avec l'Iran et le Hezbollah. L'Iran, ça s'est réglé avec ce cessez-le-feu pour l'instant, et j'avoue, je suis très intéressé par l'analyse qu'a fait votre précédent invité sur ça. En ce qui concerne le Hezbollah, eh bien, il faut rendre à César ce qui lui appartient et remercier l'armée de l'air israélienne pour le travail qui a été fait. C'est un travail absolument inimaginable de bombardement de jour, de nuit, sans cesse, et ces pilotes sont vraiment des gens qu'il faut porter au nu. C'est un travail tout à fait exceptionnel. Et on a vu d'ailleurs, en fonction de leurs impacts sur les lanceurs, sur les zones de stockage de matériel, sur les nids des terroristes, on a vu la fréquence des attaques diminuer assez régulièrement. Est-ce que ça serait exact de parler d'une forme de champ de signe du Hezbollah, c'est-à-dire que au fur et à mesure que la progression des forces terrestres, en particulier des unités de combat de l'armée israélienne sur le terrain au-delà du Litani, au fur et à mesure qu'elle progresse, eh bien, vous sentez peut-être une baisse de la fréquence des alertes et des attaques ? Très clairement, et c'est aussi l'armée sur terre, et vraiment... C'est malheureux de voir que nos jeunes soldats tombent dans cette guerre de l'autre côté. En particulier, avec la deuxième phase, celle des drones à fibre optique, où alors là, c'était vraiment absolument incroyable. On avait des drones qui sont des drones de petite taille, qui sont quasiment indétectables, qui sont très lourdement chargés et qui ont une trajectoire totalement aléatoire. Moi, j'en ai vu passer plusieurs au-dessus de la maison et on voit que ces drones sont en train de chercher une cible, ils tournent jusqu'à temps de trouver une zone d'impact. On a derrière eux plusieurs zones d'impact sur le kibbutz. Et juste en particulier, juste derrière chez moi, il y a eu cet incendie là qui a duré pendant 2 jours, que les pompiers ont beaucoup de mal à... C'est important de le souligner, Nathan, parce qu'on parle beaucoup de la protection des soldats israéliens qui sont dans la zone de sécurité, avec des filets de pêche même, mais ces drones peuvent aussi frapper des civils à l'intérieur du territoire israélien. Il y a eu des civils, alors beaucoup moins de civils que de soldats qui ont été blessés ou tués mais il y en a eu, il y a des impacts, il y a eu plusieurs impacts ici, juste à côté. Mais par contre, ce qu'on voit très clairement, c'est que plus l'armée progresse, notamment depuis qu'elle a franchi le Litani, on a vu une réduction assez significative de ces attaques de drones. On peut imaginer qu'ils n'ont pas les câbles suffisamment longs pour pouvoir passer très loin de l'autre côté de la frontière. En gros, la zone de risque, c'est entre Rosh Hanikra et Gesher Aziv. Gesher Aziv, c'est un arrière, il y a très peu d'alertes, mais toute cette zone de 5, maximum 10 km est une zone de très haut risque. Alors par contre, depuis la progression de l'armée israélienne, on voit assez nettement que la progression semble limiter beaucoup moins les nouvelles armes du Hezbollah. On a depuis 2-3 jours, le jour et la nuit, de nombreux attaques, et cette fois-ci de nouveau de missiles, de roquettes et de drones qui viennent nous impacter. Ça veut dire aussi que, par exemple, le Hezbollah est obligé de se replier en arrière vers le nord.
Absolument. Ça prouve l'efficacité de l'armée israélienne, de nos soldats, mais d'un autre côté, ces terroristes se reconcentrent bien plus au nord, probablement du côté de Beyrouth et au-delà, ils sont en train de reconcentrer leurs forces. Alors, tant qu'ils sont alimentés financièrement et militairement par l'Iran, il y a peu de chances qu'on en sorte assez facilement. Donc, voilà, la quatrième phase, il faut l'attendre, on s'y prépare progressivement. La quatrième phase, ça sera la reprise du conflit avec l'Iran, parce que tant que ce problème ne sera pas réglé, Israël sera sous une menace mortelle. Vous ne croyez pas à une solution qui pourrait venir de la négociation entre Israël et le Liban? On ne peut pas négocier avec des menteurs. On ne peut pas. Ces gens, ils prennent vraiment les gens pour des... Non, même s'il s'agit du gouvernement libanais qui, lui aussi, subit, on va dire, les méfaits du Hezbollah. Oui, absolument. Mais le gouvernement libanais et les Libanais en soi ne sont pas des gens contre lesquels on est en guerre. On ne leur veut pas de mal. Il faut dire, on veut couper le lien qui lie l'Iran au Hezbollah. C'est tout. Et si on ne fait rien, s'il ne se passe rien, on va vivre en Israël des jours extrêmement difficiles. Ces gens qui nous disent, c'est quand même assez hallucinant, qui n'ont aucune volonté de développer un nucléaire militaire, ont un uranium enrichi à 60%. Donc il faut vraiment prendre le monde entier pour une bande d'imbéciles et de crétins. En plus, on parle de ces 450 kilos, mais de ce que j'ai compris, il y a encore 9 tonnes d'uranium enrichi à 20% qui sera très facile de faire monter à 60% et au-delà, parce que la partie la plus difficile, c'est de 0 à 20%, donc après, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Donc voilà, on n'a pas d'autre solution que de régler le problème iranien. À mon avis, c'est d'une manière ou d'une autre. On le comprend. Ça, je suis d'accord avec votre précédent invité, c'est qu'on aura besoin de la participation effective de la population iranienne, qu'on souhaite libérer de ce joug islamiste aussi. Alors une dernière question, Nathan, vu que vous êtes chirurgien, vous êtes orthopédiste à l'hôpital de Naharia. Une des informations de ce matin, c'est que dans le changement des directives de la défense passive, l'hôpital de Naharia est repassé en état d'urgence, c'est-à-dire vous repassez en souterrain. Voilà, on va repartir en sous-sol, donc ce qui veut dire qu'on va supprimer l'activité réglée, tout ce qui est prothèse, chirurgie non urgente, etc., et redistribuer les patients en sous-sol sur un nombre très limité et ne s'occuper que des urgences. On a eu plusieurs militaires et plusieurs civils, moi j'étais de garde pendant le week-end, qui sont arrivés avec des blessures, et on revient à la situation qu'on a connue en mars 2026, et bien avant aussi. Bien avant, quasiment depuis le lendemain du 8 octobre, du 7 octobre, depuis le début de la guerre, en fait. Voilà. Eh bien, professeur Nathan Lévy-Falk, merci beaucoup de nous avoir éclairé, de nous avoir donné cette appréciation de la situation que vous vivez sur le Nord, et on est de tout cœur avec vous, bien entendu. On pense beaucoup aux habitants du Nord d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation et prenez soin de vous. Vous aussi, Daniel. Au revoir. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Benjamin Canet. Benjamin, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous présente auprès de nos auditeurs. Vous êtes investisseur, vous êtes basé aujourd'hui à Tel Aviv et ancien membre du conseil d'administration de l'UGA qui est à New York, qui organise aujourd'hui la parade annuelle de soutien à l'État d'Israël. Alors, on va parler de cette parade parce que elle a un caractère, on va dire un goût particulier, cette parade, puisque pour la première fois, je crois, depuis 1964, si je ne m'abuse, eh bien, le maire de New York ne participera pas à cette parade, et c'est pour une raison, on va dire, presque assez triviale, c'est le fait que Mamdani est un anti-israélien que l'on connaît, on connaît ses positions. Cela ne justifie pas son absence, mais on connaît ses positions. Est-ce que finalement, au bout du compte, c'est mieux comme cela qu'il ne participe pas à cette manifestation plutôt qu'à ce rassemblement, à cette parade? Oui, je crois que c'est comme un divorce qui est acté. Oui. C'est-à-dire que, vous savez que si vous avez un couple d'amis mariés et voilà, ils divorcent, et c'est un peu le premier repas que vous allez avoir avec un seul du couple marié. C'est ce qui se passe. Alors, le divorce entre la communauté juive new-yorkaise et la mairie de New York et le maire de New York est aujourd'hui officiel et acté. Et vous avez raison de rappeler que
je crois c'est 61 fois d'affilée, le maire de New York a toujours participé à cette parade. Alors, si vous voulez, je peux expliquer un peu cette parade parce que je pense que c'est intéressant, mais si vous avez une autre question avant. Non, je veux savoir justement si au niveau des organisateurs, ils auraient été peut-être plus embarrassés par la présence de Mamdani parce que ça aurait pu. Non. Alors, replaçons le contexte. Oui, c'est ça. À New York, moi, j'ai habité à New York de 2001 à 2019. Donc, Oui. En France, j'étais secrétaire général de l'UEJF pendant la deuxième intifada. Et mon habitude, comme c'est le cas dans la communauté juive française et même américaine, c'est d'organiser des manifestations contre quelque chose. Oui. On manifeste contre l'antisémitisme, contre la prise d'otages, contre le Hamas, etc., etc., etc. J'arrive à New York en mai 2001, donc quelques mois avant le 11 septembre, et on me dit, écoute, sur la 5e avenue, il y a une grande parade pour Israël. Alors j'y vais, c'était peut-être ma deuxième ou troisième semaine à New York, et là, j'arrive sur la 5e avenue, et il y a 50 000 personnes qui défilent avec des drapeaux israéliens, avec des drapeaux américains, probablement encore 50 000 personnes tout du long de la 5e avenue, et ils ne manifestaient pas contre quelque chose. Oui. Ils manifestaient proactivement pour, on va dire, leur fierté d'être juifs, mais aussi pour la fierté de l'existence de l'État d'Israël. C'est ça le sens de cette parade. Maintenant, les Juifs ne sont pas les seuls à avoir des parades sur la 5e avenue. Les 3 autres grandes minorités, on va dire, qui ont construit cette ville, ont aussi leur parade. Les Irlandais, si je ne m'abuse. Les Irlandais à la Saint-Patrick, les Italiens au jour de Christophe Colomb, et aussi les Portoricains. Donc, les Juifs font partie de la fabrique de cette ville qu'ils ont aidé à construire. Et donc, les maires ne participent pas seulement à la parade pour Israël, de célébration pour Israël, c'est-à-dire le terme, le nom de cette parade, mais ils participent aussi à tous les défilés de toutes les autres minorités. Et donc là, quand Mamdani fait une conférence de presse et dit « je n'irai pas », c'est vraiment lui actant le divorce. Et ce week-end, le président donc, de l'organisation dont je faisais partie, qui est le United Jewish Appeal of New York, qui est la plus grande charité juive au monde, qui d'ailleurs, en passant, qui est très importante pour Israël, parce qu'après le 7 octobre, c'est une organisation avec ses sœurs nord-américaines ont envoyé 700 millions de dollars à Israël pour la reconstruction et pour l'aide aux victimes. Donc, c'est des organisations aussi qui sont très importantes pour nous, a envoyé un email, alors que c'est quelqu'un de très modéré dans ses mots, etc., pour en clair, encore une fois, acter ce divorce. Alors, cet actage du divorce, là, finalement, qu'est-ce que ça va modifier dans les relations entre la communauté juive et Mamdani, tout en sachant que, et c'est tout de même, c'est ce qui surprend, surtout lorsque l'on voit ça d'Israël, c'est qu'il y a une partie importante des juifs new-yorkais, des démocrates qui ont voté en faveur de Mamdani. Alors, on va le prendre en plusieurs parties. D'abord, Mamdani sait très bien que s'il était venu à cette parade, il aurait été hué. Oui. L'autre chose qu'il faut comprendre à propos des États-Unis, c'est que la police dépend entièrement, c'est seulement une police municipale. Ouais. Donc, d'ailleurs, la chef de la police a annoncé qu'elle participerait, elle, à la parade. Alors, c'est extrêmement intéressant. Alors, d'abord, revenons quand même sur ce point. Ça veut dire que quand vous êtes new-yorkais, juif new-yorkais, vous dépendez, votre sécurité dépend à 100% de la police municipale. Il n'y a pas de police nationale aux États-Unis, il y a la FBI pour certaines choses. Et on l'a vu ces dernières semaines et ces derniers mois, des manifestations pro-palestiniennes avec des drapeaux du Hezbollah, du Hamas, les manifestants portant des masques devant des synagogues. Donc, et la police ne faisant quasiment rien. Maintenant, oui, la chef de la police, qui était celle de Bill de Blasio, du maire précédent, et du maire précédent, est restée en place. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette chef de la police est juive, d'une famille juive new-yorkaise très connue, les Tisch. Et donc, ils ont eu cette espèce de conférence de presse cette semaine, où lui dit qu'il ne vient pas, et elle arrive au micro et dit « Eh bien, moi, non seulement je viendrai,
mais je viendrai et je marcherai fièrement. Donc, il y avait énormément de doutes dans un sens, après l'élection de Mamdani, qu'il garde cette chef de la police. Il l'a gardée, mais je pense que le deuxième acte du divorce, et là qui sera très, 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 très sérieux au niveau de la sécurité pour la communauté juive new-yorkaise, c'est quand, pas si, quand Mamdani va la virer. Ouais. Donc effectivement, et alors vers où on va dans ce processus de divorce, quels sont les impacts majeurs de ce processus de divorce sur la communauté juive new-yorkaise ? D'abord la sécurité. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous parlez à mes amis new-yorkais, c'est-à-dire ils sont, depuis le 7 octobre, vraiment depuis le 8 octobre, dans un état d'esprit français finalement. Ouais. Ça a été un énorme wake-up call, on dit en anglais. Maintenant, encore une fois, cette parade, la leçon de cette parade, c'est qu'il faut être proactif. Donc, il faut arrêter d'être constamment dans la réaction. Donc proactivement, la communauté, d'abord, de façon assez intéressante, un des leaders de cette communauté qui est un acteur américain très connu, juif, Michael Rapaport, par exemple, a déjà déclaré qu'il était candidat à la prochaine élection de la mairie de New York. Oui. Donc ça, c'est une chose. Mais tout ça n'explique pas, Benjamin, tout ça n'explique pas vraiment comment c'est possible qu'il y ait eu, on va dire, une partie de la communauté qui ait voté pour Mamdani. Oui. Alors là, il faut faire extrêmement attention. Alors, mon métier, ça n'est pas la politique, mon métier, c'est la finance. Oui. Et donc, les chiffres. On ne sait pas en vrai. On ne sait pas, ces sondages ne sont pas fiables. On sait que, bien sûr, certains juifs, je ne pense pas que ce soit une grande proportion. Je pense qu'il y a beaucoup d'exagération de la part de la campagne de Mamdani qui avance toujours, on va dire, ces juifs de service pour, on va dire, whitewasher son antisémitisme. Donc, il faut faire extrêmement attention. Qu'est-ce que vous définissez comme juif ? Qu'est-ce qu'ils définissent comme juif ? Etc., etc. C'est extrêmement compliqué. Oui, il y a des juifs qui malheureusement ont voté pour, je le dis ouvertement, un candidat antisémite. Parce que c'est le cas. Maintenant, au niveau, encore une fois, proactif, il faut absolument, même nous d'Israël, les aider. Donc quand je vois par exemple que notre cher gouvernement a nommé, est en train de nommer Caroline Glick pour être consul général à New York, ça n'aide pas du tout. Parce que Caroline Glick n'est pas du tout compétente. Elle n'a aucune capacité, on va dire, de charmer les médias locaux. Là, elle est complètement déconnectée de la communauté locale. Elle n'a aucune compétence. Elle vient de cette communauté, en fait. Elle est originaire. Oui, mais elle est extrêmement polarisante. Elle utilise elle ne sait pas utiliser les réseaux sociaux. Et dans un sens, peut-être que normal, finalement, face à un homme comme Mamdani, il faut quelqu'un. Non, elle sera nulle. Elle sera absolument nulle. Non, ça sera c'est un choix absolument contre-productif, mais c'est pas étonnant parce que ce gouvernement de toute façon privilégie toujours la loyauté à la compétence. Ouais. Donc c'est son ami, c'est l'ami de Bibi, il la nomme à New York. Ça n'aide pas du tout effectivement dans le combat des 3 prochaines années parce qu'elle n'est pas du tout compétente. Bon, eh bien, on aura l'occasion de le voir, effectivement, de voir les répercussions de cette tension donc entre Mamdani et l'État d'Israël et même aussi, on va dire, la communauté juive new-yorkaise. Merci beaucoup, Benjamin Canet, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jonathan Keller. Jonathan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. Avec vous, bien entendu, je voudrais qu'on fasse le point sur les derniers développements militaires, sécuritaires au sud Liban, avec cette annonce importante ce matin. Bien entendu, une double annonce, la mort d'un soldat israélien qui a été tué à nouveau par un drone explosif, mais aussi la conquête par l'armée israélienne du château du Beaufort. Alors d'abord, il faut expliquer à nos auditeurs qui n'ont pas vécu peut-être la première guerre du Liban en 1982, ce que représente le château du Beaufort, ce que c'est sur le plan stratégique et ce que ça représente même sur le plan historique. Oui, alors le château du Beaufort, la forteresse du Beaufort, c'était effectivement peut-être le symbole de cette longue guerre du Liban
qui a commencé en 82 et qui s'est terminé en 2000 lorsque Barak a décidé de retirer nos troupes du Liban. D'ailleurs, il y a même un film un peu hollywoodien sur la présence de Tsahal au Beaufort. Et c'était effectivement l'avant-poste au sud Liban. C'est un terrain dominant qui vous donne une vue panoramique de toute la région au nord du Litanie. Donc effectivement, c'est un point stratégique d'importance, du moins lorsque l'on cherche à envahir ce terrain. Mais cela, effectivement, a tout à fait une symbolique historique. Alors, la première question que je voudrais poser, on parle beaucoup des forces terrestres israéliennes. Là, dans le cas précis, ça a été mentionné, ce sont les commandos Golani qui ont conquis le château du Beaufort, comme c'était les commandos Golani qui avaient conquis le château du Beaufort en juin 82. Pourquoi, c'est une question que beaucoup d'Israéliens se posent, pourquoi finalement on a attendu tant de temps avant de le conquérir et pourquoi l'armée israélienne n'a pas bombardé systématiquement des zones comme celle-là qui surplombent, on va dire, le nord du pays? Alors le Beaufort a peut-être une importance lorsqu'on le regarde à l'intérieur du Liban, il a moins d'importance au niveau du terrain dominant qu'il offre pour créer des opérations offensives vis-à-vis du territoire israélien. Donc il a une importance offensive pour Tsahal, moins défensive. On bombarde un certain nombre de points forts du Hezbollah depuis de longs mois. Il y en a de moins en moins, donc nos cibles se réduisent le temps courant. On bombarde surtout des entrepôts d'armes ou certains sites appartenant ou des sites logistiques appartenant au Hezbollah, toujours évidemment confinés dans cette région du Sud-Liban ou même du Sud-Liban, même au nord du Litanie, avec moins de tirs vers Beyrouth ou vers la région de l'Abqa. Ça fait partie un peu de l'entente que nous avons avec les Américains. C'est-à-dire on peut continuer à bombarder des zones au sud Liban, mais pas la Beka libanaise ou alors le quartier de la Dakhia à Beyrouth. Alors, on le fait, mais on le fait un peu au compte-gouttes. Lorsqu'il s'agit soit d'éliminer un commandant d'importance, soit de détruire un éventuel trafic d'armes qui pourrait nous poser problème, ce genre de choses. On le fait, mais on le fait de façon moins quotidienne que effectivement ces tirs d'entrepôts d'armes et de caches d'armes dans le sud du Liban. Alors on avait l'impression que le Litanie allait servir de frontière et de limite nord de cette zone de sécurité. C'est pas le cas aujourd'hui. Alors, ce n'est plus le cas. Donc, il n'y a officiellement plus de cessez-le-feu. Ce qui se passe, c'est que les deux parties essayent de raviver un peu leurs opérations, d'augmenter le rythme de leurs activités offensives. Que ce soit Israël qui, effectivement, a dépassé le Litanie, on a parlé d'avancée de troupes vers Marjayoun, on a parlé du Beaufort, et que ce soit le Hezbollah qui, je vous rappelle, hier a tiré non plus sur la frontière nord, mais aussi sur des villes comme Akko ou Tzfat. Donc il a élargi aussi la portée de ses frappes. Oui, mais il a frappé, et pas seulement avec des drones, avec des roquettes, des missiles. Est-ce que il s'agit du chant du cygne du Hezbollah, ou alors est-ce que c'est tout simplement une intensification qui va continuer à s'amplifier au cours des prochains jours, des prochaines semaines? Je crois que la réponse à la question se trouve ni au Liban ni en Israël, mais plutôt à Washington. Tout le monde attend cet accord dont on parle avec l'Iran, qui pourrait mettre fin ou imposer aux deux parties un cessez-le-feu, s'il y arrive, entre Israël et le Liban. Et donc les deux parties, pour l'instant, essaient d'intensifier effectivement leurs activités en vue d'un éventuel accord qui mettrait fin à ce conflit. On parle d'un accord entre les États-Unis et l'Iran, mais on parle aussi de négociations entre Israël et le Liban. Et ce matin, je lisais dans la presse israélienne, on le mentionnait en évidence, le fait que plusieurs, on va dire experts, même sécuritaires, affirment que finalement la seule solution au conflit actuel avec le Hezbollah, ça serait une solution, on va dire, de mixte entre la poursuite des attaques d'un côté et la signature d'un accord entre le Liban et Israël qui permettrait par exemple de renforcer l'armée libanaise, leur permettrait peut-être dans un cas qui paraît peut-être aujourd'hui utopique, de désarmer le Hezbollah. Ça vous semble plausible ?
Alors, vous faites référence à l'article d'hier de Ron Benishai, qui Voilà, est c'est ça. des analystes les plus réputés en Israël sur la question, et surtout sur la question du Liban. Il a lui-même fait partie des forces lors de la première guerre du Liban, Il était correspondant de guerre, effectivement. et qui, effectivement, a appelé un peu un mix entre des opérations militaires, mais qui sont un peu différentes de celles que l'on mène aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont plus localisées, plus des opérations de commando, plus des opérations à la pincette. Et d'un autre côté, essayer enfin de trouver un accord avec le gouvernement libanais pour faire pression à l'intérieur du Liban sur la présence et puis l'importance politique, économique, sociale et ainsi de suite du Hezbollah au Liban. Oui, moi je crois, je l'ai dit depuis le début, je ne comprends plus ce qu'on fait au Liban aujourd'hui. Ce qu'il se passe, c'est que le pouvoir dissuasif qui avait été le nôtre suite au cessez-le-feu de 2024, c'est-à-dire suite à l'élimination de Nasrallah et du leadership du Hezbollah et à l'affaire des beepers, ce pouvoir dissuasif aujourd'hui se délite, puisque le Hezbollah, alors il n'est pas une fraction de ce qu'il avait été historiquement, mais il reprend un peu du poil de la bête, il se réorganise, il reprend aussi un peu en légitimité dans la population chiite libanaise, suite au redéploiement quand même de centaines de milliers d'habitants du sud Liban. Et donc, à chaque jour qui passe, on voit ce pouvoir dissuasif se déliter, alors que nous n'avons plus vraiment d'objectifs stratégiques. On ment à notre population du Nord en lui faisant croire que nous avons une baguette magique qui puisse mettre fin à ce phénomène que l'on appelle le Hezbollah. Or, nous n'avons pas de baguette magique. Et donc, je ne comprends plus vraiment ce qu'on fait. On devrait effectivement essayer d'atteindre un accord. Mais alors, que signifierait un accord qui serait signé entre l'État d'Israël et le gouvernement libanais si le Hezbollah ne le reconnaît pas? Finalement, est-ce qu'on serait à nouveau dans une sorte de cessez-le-feu qui n'en est pas un? Alors il faut comprendre que sur tous les fronts d'ailleurs, et sur le front iranien, et sur le front du Liban, et sur le front de Gaza, les cessez-le-feu n'en sont plus. La Pax Americana historique, qui permettait des paix plus ou moins durables de par le monde, avec des garanties de sécurité provenant de Washington, cette Pax Americana est bien morte et enterrée. Et aujourd'hui, les accords de cessez-le-feu, d'ailleurs on le voit aujourd'hui sur tous les fronts, ne sont en gros que des accords de diminution des intensités des conflits. Et donc, il faut être honnête et expliquer à la population israélienne que le Hezbollah est un phénomène qui va durer, alors je ne sais pas encore combien de temps, mais qui, du moins, les prochaines années, le Hezbollah continuera à exister et continuera à poser une menace, du moins sur notre frontière nord. Et donc, il faut, sur le long terme, adopter une stratégie à la fois politique et militaire pour qu'il soit le moins fort possible et pour qu'on soit capable de faire une pression de différents angles sur les points forts de cette organisation terroriste. Mais et ce sera ma dernière question, on remarque finalement qu'on se retrouve dans le même schéma, à la fois dans la bande de Gaza et au nord, c'est-à-dire que les deux ennemis d'Israël ne sont pas vaincus, ils existent toujours, ils se sont affaiblis, mais aussi il y a un élément important, c'est le fait que l'armée israélienne est allé au-delà des frontières d'Israël et a conquis, par exemple, 60% de la bande de Gaza, et l'armée israélienne est en train de conquérir au moins une partie du Liban. C'est quand même assez stupéfiant, quand même, qu'on arrive à ce genre de situation. Je suis tout à fait d'accord, c'est assez stupéfiant. Là aussi, ça manque un peu de logique, à la fois de logique politique et de logique militaire. On pouvait comprendre l'idée d'avoir des avant-postes à l'intérieur du territoire ennemi pour empêcher par exemple, ces infiltrations, comme on l'a connu le 7 octobre, ou comme on aurait pu le connaître de la part de l'unité de Redouane du Hezbollah. Or, aujourd'hui, il ne s'agit plus de cela. Il s'agit de prendre le contrôle de 60. Netanyahu avait dit il y a quelques jours qu'on s'avançait vers les 70% de la bande de Gaza. Au Liban, pareil, nous avons dépassé le Litani. On essaie de faire pression sur nos ennemis, mais en faisant pression sur nos ennemis, on leur permet en fait de se réorganiser en tant que force armée. Et donc, je trouve que je n'ai rien contre le fait d'occuper, même à long terme, un certain nombre d'avant-postes à l'intérieur du territoire ennemi, mais là, je ne comprends plus tellement quel est le principe ou quelle est la ligne directrice de nos activités militaires à l'intérieur du Liban ou à l'intérieur de Gaza.
Eh bien, on va voir certainement comment les choses vont se décanter au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Merci beaucoup, Jonathan Keller, d'avoir été avec nous, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Merci de nous avoir expliqué ces derniers développements sur le terrain, donc dans le nord, on va dire plus exactement au sud Liban. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci, bonne journée.